Bien que les champs d'action de nos 4 collectifs soient différents, préservation de l'eau, de l'environnement, du climat, de la biodiversité et respect des droits de l'homme, nous nous sommes croisés souvent à l'occasion de regroupements ou d'actions. Nous sommes arrivés à la même conclusion, à savoir, si les citoyennes et les citoyens, les habitants, ne prennent pas les choses en main, nous courons à la catastrophe. Le pouvoir a été trop longtemps confisqué par le poids de l'argent. Il faut rendre un droit de regard et de décision aux gens, là où ils vivent, travaillent et habitent. Nos collectifs sont engagés pour la solidarité et l'entraide. Ils prennent la défense des usagers, ils font face aux situations d'urgence, accueillent les exilés, défendent les services publics, protègent l'environnement et la santé publique, interpellent les élus. Nous ne voulons pas seulement dénoncer la défaillance des pouvoirs publics, mais aussi être force de proposition. Les dernières mandatures municipales, dans leurs projets, n'ont jamais sérieusement pris en compte la très grande part d'habitants en situation de difficulté, de précarité. Nous sommes attachés à la juste répartition des biens communs et d'une manière générale à tout ce qui n'est pas marchand, et particulièrement les services publics. Nous voulons une économie résiliente, au service de l'humain, tout l'inverse de ce que propose la dématérialisation des services. Une économie dans le respect de la biodiversité et dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Nous voulons participer à la mise en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire en concertation et sous le contrôle de la population, ce qui n'est pas le cas actuellement. La population, hélas, des projets participatifs qu'on leur annonce avec force de publicité et qui, en fin de compte, se résument souvent à faire de la figuration pour les articles de la presse locale. Les habitantes et les habitants de nos communes sont les premiers experts. Ils doivent avoir une emprise réelle sur l'organisation de leur cité. C'est pourquoi nous lançons cet appel à la population pour qu'elle s'investisse et se rassemble en exigeant que ses besoins soient pris en compte. Nous voulons un nouveau type d'élus, pas de simples gestionnaires contraints par la politique du gouvernement, mais des élus qui se battent, des élus d'où nous pourrions être fiers. Contactez-nous, rejoignez-nous, créons de nouveaux rassemblements, de nouveaux collectifs, de nouvelles solidarités, portons ensemble nos actions qui feront respirer une démocratie en train d'étouffer. Voilà, donc je passe la parole dans l'ordre au collectif. Dans le contexte actuel, les journalistes m'ont demandé si ça s'inscrit dans la campagne municipale. Oui, mais non en même temps, c'est-à-dire c'est permanent. Je veux dire, cet appel aux habitants, nous faisons constamment. Maintenant, ça prend peut-être un tour un peu plus nécessaire encore, du fait que, quand même, on se dit, il va y avoir des candidats, il va y avoir des élus, si on regarde bien, ils vont nous faire un catalogue de positionnement, de posture. Mais la posture principale qu'on aimerait, c'est on va tenir compte des actions qui ont lieu, on va tenir compte qu'il y a des gens qui ont une expertise, qui ont fait un travail, on va s'en servir, on va s'appuyer dessus. Et voilà, c'est ça qui ne se fait pas, parce que si l'eau est élue, ben, la démocratie elle est en panne. Qu'est-ce qu'on entend quand on rencontre les élus en général, hein? Je ne veux pas dire que je mets toujours dans le même sac, mais on entend, c'est pas la rue qui gouverne, hein? On entend, c'est pas les associations partisanes, je me rappelle, Jean-Marc Roubaud, c'était terrible, qui vont nous dicter notre comportement d'élu. Nous sommes par nature les porteurs d'intérêt public, et voilà, donc circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. En général, on a ça en face de nous. Et je pense que c'est des façons de considérer les mouvements sociaux, en somme, hors du champ de la participation démocratique. Les mouvements sociaux seraient juste
des dominés, ou à la rigueur des utopistes, ou peut-être même des agitateurs. Donc il y a cette conception que l'élu, il domine, ou là, en fait il domine rien du tout, parce que c'est plutôt l'argent, les puissances financières qui dominent, mais c'est bien caché. Et les dominants, voilà, ils se livrent comme dominants. Et il faut dominer les autres. Et par les actions des différentes associations de l'eau, et particulièrement aussi France Liberté, qui a fait un gros travail là-dessus, on a réussi à faire sortir la loi Brottes. La loi Brottes, c'est que les coupures d'eau sont interdites. C'est pas rien. Parce qu'au début, les premiers jugements où on arrivait à empêcher les coupures, c'était des jugements, ah, mais d'accord, là, on ne va pas lui couper l'eau parce que c'est une personne âgée, ou bien on ne va pas lui couper l'eau parce qu'il y a des enfants en bas âge. Et ce n'était pas de droit. Il a fallu faire vraiment une grosse bagarre pour que ça devienne de droit, que l'eau est un bien public, ce n'est pas une marchandise, et qu'on ne peut pas couper l'eau aux gens dans la résidence principale, c'est trop grave. Aujourd'hui, l'UNADRAC, notre association, est heureuse. Enfin, heureuse, c'est parce qu'on est toujours heureux de célébrer un anniversaire, mais on ne devrait pas l'être. On est heureux de célébrer avec vous l'anniversaire. Hier, le 29 novembre, c'était le 48e anniversaire de la DRAC. Alors 48e anniversaire, ça fait quand même peut-être 47 ans de trop, parce qu'on s'en serait bien passé. La DRAC, c'est l'association de défense des riverains de l'aérodrome de Château-Blanc, qui est l'ancêtre de notre UNADRAC, qui est devenu un collectif, qui regroupe quelques associations. Alors depuis 48 ans, tous les essais de développement de l'aérodrome ont échoué et ont abouti à Pégase en 2011, à RTE en 2017, cherchant désespérément une activité qui serait pérenne à grand coût de consommation de subventions. Depuis, Pégase peine à attirer les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises qui étaient ses cibles de départ. Pégase, lancé par la région Provence, propriétaire de la structure, voulant sans doute faire d'Avignon de Toulouse provençale, et qui donne à une CCI sous tutelle préfectorale une délégation de service public, Pégase, qui 4 ans après, n'a encore trouvé preneur pour tous ses équipements. On pourra vous expliquer, il y a quand même certaines explications, si on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais je ne vais pas m'étendre pour le moment. RTE qui développe au-dessus de nos têtes une activité industrielle héliportée, bruyante et polluante, dans une zone très peuplée. Une zone qui devrait, dans le prolongement d'Agroparc, assurer la jonction avec la zone Natura 2000, et un environnement vert à dominante agricole. RTE s'installe sur cette zone avec la complicité d'élus qui ne tiennent aucun compte de la vie et de la santé de la population, en signant un permis de construire pour le moins insincère. On pourra aussi revenir sur ce permis de construire. On y est déjà revenu, mais on peut continuer à en parler. Et pourquoi ? Pour conserver... C'est comment Avignon, la commune ? La commune, c'est Avignon. Oui, il s'appelle Avignon Comont au départ. Ouais. Il est sur le quartier de Montfavet, mais c'est la commune d'Avignon, puisque Montfavet, c'est le 9e quartier d'Avignon. La mairie d'Avignon qui a signé le permis. C'est la mairie d'Avignon qui a signé le permis. Alors on pourra revenir, si vous voulez, après, sur ce sujet, on peut en parler, puisque au départ c'est la région, puisque ça appartient à la région, on pourra reparler de tout ça. Alors et pourquoi ? Pour conserver un aérodrome ne correspondant à aucun besoin économique réel du bassin de vie sur lequel il s'est installé. Cette région, ce bassin de vie qui dispose déjà d'un TGV, de 2 autoroutes, qui se trouve à 40 km de Nîmes-Garon, dont il contribue aujourd'hui et depuis 1973 à fragiliser l'activité. Si on prend l'historique de l'aéroport, on voit qu'en 1973, quand on a commencé à vouloir développer, on a eu un arrêt de l'État qui ne voulait pas développer une ligne sur Avignon parce qu'il y avait Nîmes-Garon qui développait sa ligne sur Paris. Ça a commencé déjà en 1973. Donc ça n'avait pas de sens. Alors, notre collectif
a cessé de croire les déclarations des élus concernant les créations d'emplois et le caractère indispensable de la structure pour Avignon, parce que c'est ce qu'on nous resserre régulièrement. Ils répètent toujours les mêmes mots, comme des incantations, et d'ailleurs aussi les mêmes chiffres, qui sont faux. Les chiffres sur l'emploi, les chiffres sur le nombre d'entreprises. Vous aurez à votre disposition dans le dossier de presse la réalité sur les chiffres. Parce qu'on nous annonce 400 entreprises, en fait, il n'y a pas 400 entreprises qui sont liées à l'aéroport. Nous, on a étudié les choses. Ces entreprises n'existent pas vraiment, ou elles ont disparu, elles n'existent plus, elles ont été créées, elles ont déposé le bilan, enfin, où on nous sert des entreprises qui n'ont absolument rien à voir, comme le centre de recherche d'agriculture avec une quarantaine d'emplois. Donc, ça n'a pas de sens. On nous raconte des histoires. Parce qu'ils veulent raconter les mêmes incantations et ils ne mettent même pas leurs chiffres à jour. Hein. C'est toujours les mêmes chiffres. On peut aller sur le site de l'aéroport, de la CCI, c'est toujours les mêmes chiffres qui sont repris par tout le monde. Alors nous faisons le pari que ce projet serait capable de créer plus d'emplois que l'aéroport actuel et surtout plus pérenne, et qu'Avignon, grâce à cela, pourrait devenir un moteur et modèle dans la transition écologique que nous devons entamer sans plus tarder. C'est pourquoi nous ne voulons plus d'élus complaisants avec les lobbies et les nantis qui raflent l'argent public et détruisent notre cadre de vie et notre santé. Nous exigeons, je dis bien nous exigeons, de nos futurs élus, car ils seront là pour nous qui les aurons élus, de faire la vérité sur le permis de construire de RTE, de prendre tout de suite les arrêtés municipaux interdisant le survol de l'agglomération et pas seulement du centre-ville historique, d'exiger la fermeture de l'aéroport, de nous aider à réaliser un modèle de transition écologique qui rendrait la ville pionnière dans cette expérience, d'étudier avec nous comment nous pourrons racheter la structure, c'est l'aéroport, que l'État a d'ailleurs donné à la région pour pouvoir en faire de cette réalisation qui nous semble en harmonie avec les exigences de survie du vivant sur notre planète. Et ainsi, je pense que si les citoyens prennent conscience de ça, et que nous ayons des élus comme nous le souhaitons, nous pourrons être fiers de notre démocratie. Je vous remercie. Ce projet, on en a parlé quand même plusieurs fois, il s'agit d'un projet de destruction d'une forêt classée Natura 2000 et SNIEF, ici à Avignon, sur l'île de la Barthelasse. Il s'agit de 7 km de rive du Rhône, de 7000 arbres et de 40 espèces protégées qui sont menacées de destruction par un projet de digue et d'enrochement de la rive. Depuis des années, c'est un vieux projet aussi, depuis des années nous nous mobilisons contre ce projet écocide et on propose un autre projet qui permettrait de protéger l'île contre les petites inondations. Je rappelle que notre projet, comme celui de l'Agglo, ne peut pas protéger contre les inondations majeures parce que la Barthelasse est une zone d'expansion des crues. Si ces zones-là agricoles, si le Rhône ne peut plus s'épandre dans ces zones agricoles, il inonde la ville d'Avignon. Nous demandons que soit envisagée la création de digues en retrait à l'intérieur des terres, comme ça s'est fait en aval et sur la Durance aussi, ainsi qu'une approche différenciée du problème sur l'île Pio, qui est très peuplée et sans enjeu écologique, et sur la Barthelasse, qui est agricole et très riche sur le plan de la biodiversité. Il faudrait qu'il y ait une étude environnementale sérieuse, ce qui n'a pas été fait. Il y a eu une étude environnementale sur 10 jours, alors qu'il faut 1 an pour voir tous les animaux, pour voir ceux qui migrent, ceux qui passent par là à l'aller et au retour. Enfin bon, ça a été fait sur 10 jours et l'eau, par exemple, n'a pas du tout été... tous les poissons n'ont pas du tout été évoqués dans l'étude. Donc on dit 40 espèces, c'est peut-être beaucoup plus parce que c'est 40 espèces qui ont été étudiées sur ces 10 jours-là. Bon, alors notre objectif, c'était de faire pression sur le Grand Avignon, puisque c'est lui qui est maintenant en charge du projet, pour qu'il reporte le dépôt de projet à juin 2023, comme l'y autorisent les récents décrets de loi qui viennent d'être. Donc, ça permettait
un délai de 2 ans et demi pour refaire un projet qui aurait permis de retravailler ce projet pour qu'il concilie l'impératif de protection contre les crues et l'impératif de protection de l'environnement. C'est possible. Nous étions persuadés que ça passerait et on a été invités la semaine dernière à une commission de développement durable par le Grand Avignon. Et c'est là qu'on a appris qu'aucun vote n'aurait lieu. Le projet, nous a-t-on dit, a été présenté il y a des années par la mairie d'Avignon. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas s'il y a eu un vote. Et c'est un transfert de compétences, nous a-t-on répondu. Donc, circuler, pareil, il n'y a rien à voir. Personne ne vote, personne ne commande. Les élus qu'on avait rencontrés nous disaient qu'ils étaient d'accord avec nous. Là, d'un coup, on ne les voit plus. Il n'y a pas de vote, donc c'est même pas la peine de s'adresser à eux. À qui on s'adresse quand on ne s'adresse pas aux élus, on ne sait pas. Si vous savez, vous... Voilà. Donc nos propositions ne seront ni examinées ni votées. Notre projet alternatif ne sera pas envisagé, malgré les avis défavorables du CNPN, donc le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable, et l'autorité environnementale aussi. Ils ont tous les deux émis un avis défavorable. Et ils demandent des études sérieuses sur l'impact environnemental. Donc les travaux qui préservent la forêt de la Berge ne seront pas pris en compte. Enfin, on n'y réfléchit même pas. Les élus représentants des 16 communes ne seront pas consultés. Ce qui est consternant vu l'importance du budget, c'est quand même de 15 à 18 millions d'euros de prévus, sans les dépassements habituels. Et ses conséquences désastreuses sur l'environnement. Bon, il reste un fort goût de mépris de l'esprit démocratique au sein de l'agglo. On est un peu séché par ça. Alors comment continuer? Comme les autres, on appelle les habitants à se mobiliser pour reprendre en main la protection de la nature et stopper la destruction de la biodiversité. Alors ça sera lors de l'enquête publique qui devrait avoir lieu en mars prochain. Donc là, il va falloir être là, mais est-ce que c'est pas trop tard quand il y a une enquête qui est lancée? On n'en sait rien. Voilà, une année. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, puisqu'on fait un appel à la population et aux citoyens. Nous avons créé une adresse mail qui s'appelle, on va vous le donner, messieurs les journalistes, qui s'appelle lescollectifsavignonnais@gmail.com. Les différents collectifs qui sont représentés ici auront un représentant qui pourra avoir accès à cette boîte mail, qui aura les mails qui seront envoyés, et c'est une boîte commune où on pourra répondre aux gens qui veulent avoir des explications complémentaires. Donc si vous pouvez faire passer cette adresse dans vos journaux. Notre représentation en disant que, comme a pu le dire Marcel par exemple, ou Benoît pour SOS Barthelas, c'est vrai que quand les citoyens se mobilisent, on obtient des résultats, et Rosemerta en est la preuve, puisque en fait l'histoire de Rosemerta, elle est née de discussions menées par un petit groupe de gens il y a environ 2 ans maintenant, avec à la fois les gens de la ville, l'équipe municipale, le diocèse, la préfecture, pour interpeller tous ces partenaires-là potentiels et responsables normalement de la vie publique, sur le fait qu'il y avait un vrai problème d'hébergement, de logement, d'accueil des réfugiés en France, et notamment ici donc à Avignon. Les réponses qu'on a eues chez tous les partenaires étaient des réponses en gros soit pour nous dire oui d'accord il y a des problèmes mais on ne peut pas vous aider, par exemple le diocèse qui disait qu'ils n'avaient pas de bâtiment pour loger les gens, soit la mairie la municipalité qui dit oui effectivement faudrait mais qui a traîné. Enfin bon, je vous passe les détails jusqu'au moment où on a considéré qu'après 1 an de négociations, discussions, rencontres avec tous ces gens-là, il y en avait un peu marre de la langue de bois et des non-décisions et du camouflage. Alors bon, là, c'était pas dans les médias, mais c'était un camouflage finalement de la réalité qui, en fait, était leur non-volonté de prendre en compte ce problème. Donc nous avons décidé d'intégrer ce bâtiment parce qu'on a appris qu'il était en vente, mis en vente par le diocèse.
Et donc le 21 décembre dernier, nous avons squatté ce lieu. Voilà. Et depuis, les choses s'organisent, se construisent avec, je le rappelle, si je dis des bêtises sur les chiffres, vous me corrigez, mais plus ou moins 300 bénévoles, ce qui est énorme pour une ville comme Avignon, de gens qui s'impliquent régulièrement, participent à les différentes commissions qu'on a mis en place, santé, alimentation, culture, éducation, etc. etc. Plus de 1200 adhérents, 1700. Beaucoup de gens. 1700, voilà, avec les dernières fêtes, pas encore compté. Donc des gens qui font des dons aussi, etc. Et environ une cinquantaine de personnes, des familles et des jeunes minorisés qui sont accueillis ici. Alors bon, comme je l'expliquais tout à l'heure, on essaie de ne pas trop déborder ce nombre-là, parce que après on met les gens en péril si on en accueille trop, mais la réalité c'est qu'au-delà des 50 personnes qu'on accueille ici, en permanence, il y a encore des problèmes sur Avignon, évidemment, de gens qui continuent à dormir dans la rue, qui ne sont pas, on ne peut pas accueillir tous les... Voilà. Alors, ce que je voulais quand même dire, donc, je ne peux pas faire une fixette sur Cécilène, parce que je pense que le problème est l'équipe de Cécilène, parce que je pense que le problème se serait posé de la même façon avec d'autres équipes municipales, probablement, mais c'est particulièrement criant dans son cas, parce qu'il se trouve que Cécilène a fait des annonces dans son campagne électorale avant d'être élue, en disant qu'elle, si elle était élue, elle rejoindrait les collectifs de villes qui se sont déclarées accueillantes. Notamment, il y a l'association Envita, Association nationale des villes et territoires accueillants, qui, là j'ai noté parce que je ne savais pas la liste par cœur, mais avec des villes comme Grande-Synthe, Nantes, Saint-Denis, Briançon, Ivry-sur-Seine, Montreuil, Strasbourg, Grenoble et le premier arrondissement de Lyon, qui font tous partie de cette association et de ce collectif, et donc qui ont édité une charte s'engageant à accueillir les réfugiés sur leur territoire. Voilà. Donc elle avait fait ces déclarations-là, qui n'ont absolument pas été tenues ensuite et suivies des faits dès qu'elle a été élue. Et non seulement ça, mais elle a refusé à de nombreuses reprises, là je parle aussi sous le contrôle d'Alex, de nous recevoir pour ne serait-ce que discuter des éventuelles possibilités d'aide sur le bâtiment, sur toutes sortes de choses. Donc, je ne parle même pas de la préemption, puisque c'est une principale chose qu'on pourrait, qu'on a l'intention de continuer à essayer de porter, surtout dans cette période préélectorale, parce que, bon, vous savez peut-être, je fais une petite parenthèse pour ceux qui ne sauraient pas, nous avons donc été conduits devant le tribunal par le diocèse pour squat et utilisation illégale de ce bâtiment. Et nous avons eu finalement un jugement plutôt favorable, même assez exceptionnel sur le plan national, puisque nous avons la possibilité, là, il y aura expulsion, on le sait, c'est dit par le jugement, mais avec un délai de 3 ans, ce qui est quasiment inédit, je crois. C'est pas arrivé. Voilà, donc on est dans une situation quand même qui nous laisse un peu d'air pour réfléchir aux suites, sachant qu'il y a plusieurs scénarios, plusieurs commissions, plusieurs groupes de travail qui planchent sur des scénarios différents, que je n'évoquerai pas forcément ici, sauf qu'il y a des questions précises, mais en tout cas, l'appréhension de ce bâtiment par la municipalité d'Avignon semblerait être une piste, en tout cas, intéressante à suivre, au moins à réfléchir et à évoquer avec les élus. Donc Cécilène qui s'est targuée à de maintes reprises de faire de la démocratie participative, en l'occurrence ne participe absolument à rien, et en tout cas pas à ce qui concerne Rose Mertin. Voilà. Je conclurai rapidement, quand on peut en discuter si vous avez des questions, ce sera mieux, mais que dans le registre des possibilités, donc outre le fait qu'on espérerait, comme je rejoins ce qu'a dit Marcel et les autres collectifs, sur le fait de prendre en compte tout le travail de réflexion, d'analyse produit par des gens qui sont vraiment sur le terrain. Donc nous, ce qu'on demande à prendre en compte, c'est cette idée-là de créer ce lieu d'accueil permanent, et puis aussi sur des choses très très basiques, par exemple que la municipalité puisse prendre en charge le coût des cantines pour les enfants qui seront scolarisés, par exemple, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, ou en tout cas difficilement certaines fois. Pareil pour les transports, et ainsi de suite. Il y a des choses très concrètes, très basiques à faire. Voilà.